Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs éléments. Déjà, on a vu au cours des 2 derniers jours les éléments de base et on a appris comment identifier le projet, le triangle. On a appris aussi comment construire une fiche projet. Et aujourd'hui, nous allons, comment dire, ramasser ces éléments et mettre un point, je veux dire un point temporaire à cette présentation. Avant de débuter, j'ai annoncé à ceux qui étaient arrivés à l'heure, tout à l'heure, que je voulais vous parler de TED, TED.com. Alors, ça se retrouve au tableau là, www.ted.com. Peut-être que vous êtes quelques-uns à connaître ce site. Il s'agit d'un site de conférences. Ces conférences sont la plupart en anglais, mais elles sont sous-titrées en français à la demande. Pas toutes, mais un bon nombre. Et ces conférences sur TED portent sur tous les sujets et il y a des milliers de conférences disponibles. Donc, je vous invite à aller visiter ce site et placer votre sujet d'intérêt. Je pense à vous, monsieur, mesdames, ça pourrait être des questions de filles à l'école, maintien des filles à l'école. Pour vous, ça pourrait être la production, la petite production avicole, et ainsi de suite pour chacun de vos projets, mais bien sûr pour bien d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, je vais prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes, simplement pour vous présenter l'identification de projet. Je vais aller un peu plus avant là-dedans. Hier, nous avons vu l'analyse des capacités et l'analyse des vulnérabilités. Nous avons abordé en fin de séance l'arbre à problème. Alors, nous poursuivons sur le même thème et je ramasse les idées autour de l'identification de projet. Ensuite, je vais vous laisser travailler et vous devez, d'ici la fin de l'avant-midi, avant la pause repas, vous devez avoir produit votre fiche projet. Vous devez l'avoir produit sous un format qu'on puisse imprimer. Gentiment, l'organisation qui nous reçoit offre l'impression. Ils vont imprimer les fiches projet. Nous allons distribuer ces fiches projet. Et chacun d'entre vous pourra lire, voir la fiche projet produite par l'autre ou les autres équipes. C'est très utile, c'est plein d'enseignements, ce genre de travail. Ça vous pousse à faire la meilleure version des fiches projet et puis ça vous permet de vous comparer aux autres par la suite et de vous inspirer des bonnes pratiques de ce que vos collègues auront fait, que vous jugerez utile et que vous jugerez utile de reproduire. Alors, je me lance. Je vous disais donc identification. Vous allez travailler, finir les fiches projet. Et après la pause repas, présentation des fiches projet. Pas tout le détail, mais vous présentez votre projet. Vous nous le vendez de nouveau. Puis ensuite, je termine la journée en vous présentant les différentes formes de fiches projet. Business case, notes conceptuelles, etc. pour nous assurer qu'on a vraiment tout le portrait. Donc, nous avons ici quelques éléments, le plan que nous avions en référence au début de ces 3 jours. Et ici, le plan de ma présentation d'aujourd'hui. Rappel des origines de l'intervention, cadre logique et théorie du changement, notion de résultat, termes de référence, rapport et évaluation, et risques à considérer lorsqu'on prépare un projet. Et finalement, comme d'habitude, le sommaire des grandes idées. J'y vais donc. L'origine de l'intervention. Quelle est l'origine de vos interventions? Eh bien, d'abord, c'est issu de la volonté mondiale d'améliorer le sort, de réduire la pauvreté et de s'assurer que cet environnement, cette planète soit durable. C'est les ODD, les 17 ODD, Objectifs de développement durable, décidés par nos gouvernants, nos gouvernantes au niveau planétaire en 2015. Et ensuite, la stratégie nationale
votre stratégie nationale. Qu'est-ce que le gouvernement du Bénin, avec la société civile, dans une grande consultation, a décidé de faire pour l'avenir? C'est donc le deuxième élément de votre intervention, la deuxième source, origine de votre intervention sur le terrain. Et ensuite, vous allez proposer des interventions qui correspondent à la fois aux stratégies pays des bailleurs et à leur disponibilité de ressources. Donc, vous serez capable d'intervenir si vous avez un financement. Et pour que vous ayez un financement, il faut que vous intéressiez quelqu'un à votre projet. Nous avons donc l'obligation de nous arrimer, de regarder ce que les bailleurs veulent. Et ensuite, on va regarder l'évaluation des projets. Le bailleur, pour vous financer, s'inspirera des leçons apprises des projets précédents et des projets en cours. Il voudra combler des manques dans ces projets en cours. Et finalement, il y aura une étude, celle que vous faites vous sur le terrain. Quels sont les besoins? De là, l'analyse des capacités, l'analyse des capacités, de là, l'analyse des vulnérabilités qui vont vous inspirer. À partir de cette analyse, vous ferez l'arbre à problème, l'arbre à solution. Ça vous donnera le triangle du projet, le contexte, la justification et votre réponse aux besoins identifiés. Donc, l'arbre à problème, c'est une base, on l'a vu hier, et ce qu'il convient de retenir, c'est qu'il faut identifier le problème. Mais l'identification du problème n'est jamais acquise à 100%, et le débat que nous avons eu hier l'illustre bien. Il y a des gens qui disaient, ce problème, nous ne croyons pas qu'il soit réel. Première thèse. Deuxième thèse, quelqu'un a dit, mais le professionnel qui connaît le problème nous dit que c'est un problème, faisons-lui confiance. Nous avons eu ça comme échange, là. Et tout est bon dans cet échange. Ce que ça illustre, ce qu'il faut retenir, c'est que le problème n'est jamais définitif, il n'est jamais établi de façon définitive. Nous devons utiliser des recherches, nous devons toujours être à la recherche de connaissances pour mieux cerner le problème, pour mieux y répondre. On appelle ça evidence-based policy, evidence-based project, c'est-à-dire des projets, des mesures qui sont décidées sur la base de faits probants, sur la base d'évidence, sur la base de preuves. Alors, notre collègue qui disait, moi, je suis sûr que ce n'est pas un problème, il a tout à fait le droit de le dire. Mais il est mieux d'être plus prudent et de dire, selon ma propre expérience, mes observations, qui sont incomplètes nécessairement, je n'ai pas lu d'études scientifiques, sur cette base, je ne suis pas convaincu que ce soit un problème. Donc, réduction du niveau de conviction. Une opinion, c'est une opinion, c'est facile d'être sûr de quelque chose à 100%. C'est beaucoup plus difficile de saisir les faits, les preuves et de les traiter. C'est un des enjeux de l'arbre à problème. Et deuxième élément que j'ai mentionné au début de cette présentation sur l'arbre à problème, deuxième élément, quelqu'un disait, faisons confiance à l'expert. C'est le deuxième risque, ça. C'est un deuxième risque. Parce que nous avons tous quelque chose à apporter. Et le témoignage des uns et des autres est riche. Faute d'avoir une étude irréfutable, c'est l'expérience des uns et des autres qui constitue la meilleure base de la connaissance et ce qui est le plus près de la preuve. Mais nous n'aurons jamais la vérité. Donc voilà, je reviens. Mon arbre à problème, c'est un problème que je situe au milieu, au niveau du tronc. Alors, je ne vous lis pas tout ça, mais quels sont les problèmes rencontrés? Deuxième paragraphe, quels sont les problèmes rencontrés par les différents groupes cibles et les bénéficiaires? Quelle est la cause du problème, si on identifie un problème? Et là, on bâtit les causes, vous vous souvenez, c'est qu'est-ce qui explique le problème? Pour distinguer des conséquences qui sont les branches de l'arbre.
Et puis, pour chaque cause, il faudra détecter des causes sous-jacentes. Et vous vous souvenez, dans notre échange, j'avais pris la peine de faire cette distinction en disant, prenons garde de ne pas donner des causes qui sont des causes sous-jacentes. Les pesanteurs socio-culturelles, c'est sous-jacent. Ces pesanteurs culturelles autorisent des personnes à avoir des comportements discriminants. Là, je ne veux pas trancher sur notre débat d'hier, là. Mais peu importe de quelle discrimination on parle, la première cause, c'est les comportements des personnes qui discriminent. Il y a des gens qui se permettent de discriminer. Première cause. Mais pourquoi discriminent-ils eux-mêmes? C'est parce qu'il y a des pesanteurs socio-culturelles. C'est intéressant ici, ce premier paragraphe, avec la fraîcheur de l'esprit d'un enfant demander constamment, mais pourquoi cette situation? Donc, pourquoi il y a discrimination et intimidation? Il y a discrimination et intimidation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui adopte un comportement discriminant et qui se sent impuni et capable d'agresser l'autre. Là, je ne parle pas de notre cause d'hier, pas nécessairement. N'importe quelle situation de discrimination. Quelqu'un se sent capable de discriminer. Alors, on va se demander constamment pourquoi. Et pourquoi cette personne se sent capable de discriminer? Ben parce qu'il n'y a pas de répression. Parce que ses parents lui ont dit que c'était adéquat de discriminer, et ainsi de suite. Parce que la culture le permet. Et là, si on a un projet, nous allons renverser chacun de ces pourquoi et on va le transformer en solution. Si on croit qu'il y a un problème au niveau de l'éducation à la maison, il faudra faire des sensibilisations, des formations. Si on croit qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, il faudra augmenter le contrôle et avoir des systèmes de punition. Si on croit qu'il y a une incompréhension, les gens discriminent parce qu'ils ne comprennent pas, ben, il faudra expliquer, donner de l'information. Voyez comment l'arbre à problème me permet de construire mon projet et souvent à partir de l'arbre à problème, je vais identifier les 4, 5 actions qui seront nécessaires à mener pour obtenir le résultat attendu par le projet. De la même manière, se demander quelles sont les conséquences de chaque effet. Alors, détecter donc chaque problème. Un problème a des conséquences. On va se demander si nous ne faisons rien, que va-t-il se passer? Si je ne fais rien par rapport au problème que nous avions identifié hier, en présumant que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un problème, continuons de l'utiliser comme un exemple. Alors, discrimination et intimidation à l'égard des jeunes filles en milieu rural, socio-économique plutôt défavorisé, quand elles ont leurs règles. Une discrimination à l'égard des jeunes filles lors des menstruations. Quelle est la conséquence? Mais une des conséquences dont on a parlé, c'est que après avoir été intimidée, la jeune fille va avoir moins d'intérêt à aller à l'école. Une semaine par mois ou 3 jours par mois, elle n'ira pas à l'école pour ne pas être soumise à ce problème. Conséquence de l'absence 3 jours par mois à l'école, ses notes à l'école vont diminuer. Elle aura moins de possibilités de se développer comme personne dans la société que son collègue, son frère, son cousin masculin. Alors là, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Et ces conséquences vont m'aider à la rédaction pour justifier mon intervention. Et si je ne fais rien, il y a désertion scolaire, décrochage, il y a perte de compétences possible pour les femmes. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, elles auront moins de revenus. Leurs diplômes, elles auront moins de bons diplômes. Donc, vous voyez toute la chaîne de conséquences. Mais ce ne sont pas des causes. Je ne m'attaque pas à ces causes. Moi, je m'attaque aux causes qui sont sous le problème. Et les conséquences me servent à illustrer ou à valoriser le projet que je veux mener. Ça va contribuer à augmenter le maintien des filles à l'école. C'est ce que vous allez faire. Votre travail, vous n'allez pas maintenir les filles à l'école,
vous allez, à travers une lutte contre la discrimination et l'intimidation, mais contribuer à maintenir les filles à l'école. Mais vous allez lutter contre la discrimination et l'intimidation, et une des conséquences positives de cette lutte, maintien des filles à l'école. Vous voyez, je suis en train de structurer un projet là. Je suis dans votre fiche projet que vous avez à faire. Une fois que j'ai fait l'arbre à problème, je vais prendre ces causes, je vais prendre les objectifs qui découlent des causes et je vais structurer un cadre logique. Donc, le cadre logique, c'est un cadre conceptuel. Si vous voulez prendre des notes, là, vous allez l'avoir dans vos diapositives, mais dans les diapositives que je suis en train de diffuser et que je vais vous remettre, mais prenez des notes. C'est un tableau avec 4 colonnes et 4 lignes. 4 colonnes, 4 lignes. Alors, vous pouvez tout de suite faire un tableau, là. Faites un dessin, là. 4 colonnes, 4 lignes. Il y a une première colonne, la première colonne à gauche, qui présente la chaîne de résultats. La première colonne à gauche, c'est la chaîne de résultats. Alors, si vous avez fait un tableau, vous êtes en train de le dessiner, vous mettez au-dessus de la première colonne, vous écrivez chaîne de résultats. Et puis la deuxième colonne, vous allez placer indicateurs. La deuxième colonne, c'est la colonne des indicateurs. La troisième colonne, c'est la colonne des sources, c'est-à-dire sources, moyens de vérification. Moyens de vérification, sources. Là où je vais chercher l'information sur les indicateurs. Et la quatrième colonne, c'est les risques, mais on appelle ça des conditions de réalisation. Alors, autant que le triangle est utile, le cadre logique l'est tout autant. Il me permet de définir dans le détail le projet, et si nous étions dans un cours où je vous forme à écrire un document de projet, je vous formerai à faire le cadre logique. Le triangle est suffisant pour faire la fiche projet, mais pour aller dans le détail, exploser, éclater, augmenter le contenu de chacune des parties de la fiche projet, pour augmenter ce contenu, il convient de passer par le cadre logique. Et là, vous avez votre cadre logique, 4 lignes, 4 colonnes. Allons-y sur les lignes maintenant. Je vous ai présenté les 4 colonnes, voyons les lignes. La première ligne en haut, elle nous parle des impacts. Donc, on met le mot impact dans la première colonne, dans la colonne qui s'appelle chaîne de résultats. La première case en haut, à gauche en haut, on écrit impact. Juste en dessous, on écrit effet, c'est-à-dire en dessous, l'autre case, l'autre ligne, c'est la ligne effet. L'autre case, l'autre ligne, on descend d'une ligne, c'est la ligne résultat. Ou extrant, ou produit. Et puis la dernière ligne, c'est ressources ou intrants. Intrant, I-N-T-R-A-N-T-S, intrant. 4 lignes avec des titres. Premier titre, impact en haut, ensuite effet, ensuite extrant, résultat, produit, ce sont des synonymes. Puis ensuite intrant ou ressources. C'est la dernière ligne, c'est la ligne ressources. Et là, nous allons, sous le mot impact, dans la première colonne, nous allons définir à quoi nous contribuons. Alors, je reviens sur notre exemple, là. La discrimination. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est leur contribution? L'impact de ce qu'ils vont faire. Et là, je vous invite à prendre des notes parce que je crois que ça, c'est très vendeur. L'impact, c'est réduire le décrochage et la désertion scolaire des jeunes filles. Ça, c'est votre impact. C'est pas votre résultat. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça en note puis le mettre dans votre document, là, mais je pense que ça peut être une source d'inspiration, mais moi, ça me permet d'illustrer pour tout le monde qu'est-ce que ça veut dire l'impact. C'est pas quelque chose dont je suis responsable à 100%, parce que la désertion scolaire dépend de bien plus que simplement la discrimination et l'intimidation à l'égard des menstrues. C'est plus large. Mais
En agissant sur cette discrimination, si ce problème existe, encore une fois, je ne veux pas trancher sur le débat, mais si le problème existe, eh bien, ça veut dire que nous sommes en train de contribuer, de réduire, on élimine une des causes du décrochage. C'est l'impact. C'est quelque chose auquel je contribue sans en être complètement responsable. Et vous pouvez écrire ça. Un impact, c'est un résultat auquel je contribue sans en être complètement responsable. Là, je ne vous demanderai pas de faire le cadre logique aujourd'hui, là. Mais je vous le présente pour que lorsque vous lisiez un guide sur comment élaborer le cadre logique, vous allez vous retrouver. Ça va vous rassurer. Vous allez déjà connaître cet outil et ça va vous aider à réfléchir. Deuxième ligne, c'est l'effet. L'effet, c'est ce que vous voulez faire, ce dont vous êtes responsable à 100%. C'est ça votre responsabilité. Vous avez l'obligation. Alors, dans votre cas, nous avons nommé le problème, c'était la discrimination et l'intimidation à l'égard des jeunes filles. Alors, ce serait normal que mon effet reprenne les termes du problème. Hein, votre résultat, ça pourrait, je vais le mettre sous forme d'objectif, c'est plus facile, c'est réduire les niveaux de discrimination et les actes d'intimidation à l'égard des jeunes filles. Réduire. Vous êtes responsable de les réduire par votre campagne, parce que vous allez faire, vous allez les réduire. Donc, le deuxième, l'effet, c'est ce dont je suis responsable à 100%. Et dans le cas de nos amis, si j'improvise quelque chose, réduire les gestes discriminatoires et intimidants. La troisième ligne, c'est extrant. Pour ce faire, et là, c'est là la logique, pour pouvoir réduire, je dois avoir un certain nombre d'actions, des actions nécessaires et suffisantes. Je vous invite à prendre ces deux mots en note, nécessaire et suffisant. Vous avez besoin d'actions nécessaires et suffisantes pour réussir à réduire le nombre d'actes discriminants et intimidants. Alors, j'improvise encore, mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit, alors j'improvise sur la base de ce qu'ils nous ont dit. Alors, nous allons tenir des séances de sensibilisation. Alors, on croit que pour réduire les actes discriminants, nous devons informer les garçons. On doit les sensibiliser. Et je pense qu'il faut les sensibiliser de différentes façons. D'abord, qu'est-ce que c'est la menstruation et que ça ne rend pas la personne impure. Donc, on vient travailler sur une des causes sous-jacentes qui est le mythe dont vous parliez. Nous pouvons imaginer aussi que nous formons les parents. Nous pouvons aussi sensibiliser les jeunes filles. Nous pouvons aussi aider les institutions à créer des systèmes de répression. Ceux qui ont des mauvais comportements devront être punis. Je suis en train de nommer 4 extrants. Sensibilisation des garçons, sensibilisation des parents, sensibilisation des jeunes filles et système de répression à l'école lorsque les actes discriminants sont dénoncés et prouvés. Et là, moi, je crois que dans une école où j'aurais ces 4 éléments, je pense que les actes discriminants et intimidants diminueraient. Et je crois que ces 4 éléments que je viens de mentionner, mais je crois, je n'ai pas d'évidence là. Je ne travaille pas sur des preuves, je suis en train de faire une hypothèse. Mon projet est en soi une hypothèse. Et là, je suis en train de dire avec ces 4 éléments sont nécessaires et suffisants pour réussir, pour atteindre l'effet. Je suis en train de construire un projet. C'est ça un projet, ce n'est rien d'autre. Et puis là, la quatrième ligne, c'est les intrants, les ressources. Pour arriver à réaliser toutes ces actions, ces extrants, ces résultats, hein, les jeunes garçons
auront acquis des connaissances suffisantes pour lever leur incompréhension sur les menstruations des jeunes filles. Ça, c'est le résultat, sensibiliser les garçons. Les parents auront acquis des connaissances suffisantes pour soutenir leurs jeunes filles à la maison. Ça, c'est le deuxième extrait que je viens de placer sous la forme d'un résultat. Le troisième, c'était la sensibilisation des jeunes filles elles-mêmes. Les jeunes filles elles-mêmes, et quelqu'un a parlé de ça, que la jeune fille ne se rapetisse pas elle-même, qu'elle ne se sente pas mal. Alors, vous nous parliez, madame, de ce problème. Alors, la sensibilisation, ça pourrait être exprimé sous forme de résultat. À la fin de l'intervention, les jeunes filles assument leur rôle, leur situation, pas leur rôle, mais la situation, les menstrues mensuelles, et comprennent qu'il ne s'agit ni d'une tare, ni d'une maladie. J'improvise quelque chose. Et le quatrième élément, aider les institutions scolaires à avoir des systèmes de plainte et d'avoir des punitions adéquates pour ceux qui maintiennent des mauvais comportements. Par exemple, on pourrait penser à des affichages. Alors, vous avez ça parfois. Ah, ici, dans le bureau, là, vous avez tolérance zéro au mariage des enfants. Ben, voilà un exemple très simple, mais c'est une mesure qui constitue une forme de répression. Écrire sur le mur interdit de, ça constitue une forme de répression et ça peut aider. L'affichage dans l'école, hein, menstruation des jeunes filles, c'est normal. Ça vient aider, ça fait partie de la sensibilisation. Puis, si vous êtes, vous êtes témoin d'intimidation, voici le courriel auquel le dénoncer. Alors là, on est dans un système de répression. Là, je suis dans les extrêmes, je suis ici, mais j'ai bien défini les quatre thèmes. Pourquoi je les ai définis les quatre? C'est pour m'aider par la suite pour vous dire les ressources, là. En dessous, je dois dire, au total, ce projet coûte tant de dollars américains ou de francs CFA. Mais pour arriver à cela, pour savoir combien il coûte, je vais utiliser l'activité based costing. Je vais évaluer les coûts en fonction des activités. ABC. Activité based costing, ABC. Si vous cherchez sur Google, Wikipédia, vous allez voir la technique. Et puis là, je vais prendre chacun des extrants, chacune des trois sensibilisations, plus le développement d'un système de répression. Je vais prendre chacun de ces éléments et je vais le diviser en activités. C'est clair que la sensibilisation des garçons va demander la préparation d'une documentation, va demander une mobilisation, c'est comme une formation, et ainsi de suite. Donc, je vais devoir faire le détail de chacune de ces activités, et au bout de chacune des activités, je vais dire, ça prend combien de ressources humaines, combien de ressources matérielles, et combien de ressources financières, et le total est égal à tel prix. Et c'est ça qui va me donner les intrants. Je ne vous ferai pas l'ensemble de l'histoire, mais nous avons donc ici les quatre lignes qui illustrent les niveaux de résultats et la ressource ou les ressources. Et pour chacune de ces lignes, nous allons avoir un indicateur. Quel sera mon indicateur de mon effet? Ce dont je suis responsable à 100%, c'est l'indicateur le plus important. J'ai dit, à la fin du projet, nos amis auront réussi à réduire le nombre d'actes d'intimidation et d'actes discriminants. Alors, il faudrait mettre ici un indicateur. L'indicateur pourrait être nombre d'actes discriminants dénoncés. Peut-être. Peut-être que ça pourrait être perception des jeunes filles. On fait un sondage auprès des jeunes filles pour savoir la perception des jeunes filles, comme on fait la perception de la corruption. Ça pourrait être ça. Donc, on va avoir un indicateur pour chacune des lignes. Ici, dans l'indicateur, c'est souvent le budget entier que l'on place. Plutôt que de placer un indicateur pour les ressources, on décrit, on définit le budget. Le tableau dont vous me parliez hier, c'est ça qu'on va placer ici. Ensuite, on aura les sources de vérification pour chacun des indicateurs. Je dis peut-être qu'on pourrait faire un sondage. Alors ici, ce sera sondage pour trouver la perception des jeunes filles.
Et puis les risques ici, la dernière colonne, les risques, c'est pour chacun des gestes que vous posez, il y a toujours un risque. Si vous ne le nommez pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque, c'est que vous ne le voyez pas encore. Et il n'y a rien de plus risqué que quelqu'un qui ne connaît pas les risques auxquels il est exposé. Non, il y avait une histoire comme ça, c'était en Indonésie. Une collègue qui travaillait comme volontaire en Indonésie. Pendant ses vacances, elle a eu des vacances pendant son séjour de volontaire, elle a décidé de prendre le bus et d'aller visiter une belle région de l'Indonésie. Et le chauffeur allait à toute vitesse dans les montagnes avec des chemins sinueux, et elle regardait par la fenêtre et elle voyait des bus en bas qui étaient tombés, qui avaient pris en flammes, visiblement, ils étaient brûlés en bas dans le ravin. Elle décide de se lever et d'aller voir le chauffeur tellement elle a peur. Et elle dit au chauffeur, s'il vous plaît, pourriez-vous réduire la vitesse? Réponse du chauffeur, ici, il y a un accident par 3 mois et il y en a eu un la semaine dernière. Donc, des probabilités qu'il ait un accident pour lui étaient nulles. Alors, mon exemple, c'est pour dire, rien de plus dangereux que quelqu'un qui ne voit pas les risques auxquels il est exposé. Donc, pour chacun de vos, par exemple, quel serait le risque pour la sensibilisation des parents? Quel est le risque qui vous vient? Que les parents n'acceptent pas d'être sensibilisés. C'est ça, la condition critique, la condition de réalisation, c'est que les parents acceptent. Et si je crois que cette condition critique a à peu près 0% de chance de se réaliser, je suis persuadé qu'ils vont refuser, ben je dois changer mon action. Je ne vais placer que des gestes, je vais poser que des gestes qui ont des chances de réussite. Donc, la condition de réalisation sera assez bonne pour que je croie que ça se réalise. Et ainsi, je pourrai poser mon geste, faire mon action et contribuer à la réalisation de mon effet. Chaque action permet d'atteindre l'effet et l'effet, l'impact. Je m'arrête là-dessus sur ma présentation trop longue probablement du cadre logique. Vous avez ici une représentation parmi d'autres du cadre logique. Ça, c'est une représentation. On avait fait un recensement il y a quelques années. Il y a 19 formats de cadre logique. Je vous ai présenté le plus simple en disant 4 colonnes, 4 lignes. Mais c'est toujours le même contenu. C'est exactement comme le triangle. On prend le triangle, on le transforme, ça devient la fiche. On prend la fiche, on la transforme et ça devient le document de projet. Ben ici, c'est la même chose. Je prends ce cadre logique, 4 lignes, 4 colonnes, et ensuite je le transforme et puis je peux le rentrer dans n'importe quel autre format. Et vous voyez ici, résultats, indicateurs de performance, source de vérification, hypothèse ou risque, c'est la même logique. Oui, vos activités de projet, qu'est-ce que ce serait? C'est probablement les extrants. Et si on prend la fiche que je vous ai présentée, celle de CARE, où se retrouveraient les activités de projet? Dans quelle section? Quelqu'un me répond. Dans la fiche CARE que je vous ai présentée comme un exemple simple, duquel s'inspirer et ensuite transverser dans tous les autres formats. Activité de projet, je pourrais le placer où? Nous avions contexte, premier, contexte, identification des besoins, réponse, ensuite nous avons capacité de l'organisation et ensuite nous avons besoins financiers. Réponse, réponse. Premier paragraphe de réponse, vous parlez de l'effet. Qu'est-ce que vous allez livrer? C'est le cul du triangle, c'est le produit. L'impact, il est dans le contexte. Et ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, après ce premier paragraphe où vous avez décrit qu'est-ce que vous allez livrer, à quoi vous vous engagez à 100%. Ensuite, vous pouvez mettre les activités dans la fiche. Et là, bien sûr, les activités, elles peuvent être très nombreuses.
on essaie de regrouper les activités autour de 6 actions maximum. Pourquoi je dis 6? C'est parce que ça se perçoit bien par les yeux. On dit que les humains ont de la difficulté à percevoir plus de 10 objets. Donc, 6, c'est une bonne mesure. Ça peut être 7, ça peut être 3. 3, c'est encore mieux que 6. Mais là, on est vraiment dans de la psychologie, on n'est pas dans le management. Mais la psychologie, bien sûr, ça fait partie du management. C'est notre capacité de reconnaître les formes comme humains qui nous amène à définir est-ce que c'est 3, 6, 10 ou 18. Comme par exemple, ici, on a vu les 17 objectifs du développement durable. Ben, 17, c'est trop. Mais on était obligé d'aller à 17 parce que c'est un plan planétaire. Il faut couvrir l'ensemble des réalités. Alors, la définition officielle du PMBOK, Project Management Institute, et le Body of Knowledge, c'est-à-dire le recueil de connaissances du Project Management Institute, de la gestion de projet. Et ils disent qu'un programme, c'est un regroupement de projets qui visent un objectif commun. Donc, par exemple, on pourrait dire s'ils sont bien financés et ils décident de mener un programme de sensibilisation pour lutter contre la discrimination dans 200 écoles, eh bien, ils pourraient séparer chacune des écoles et dire chacune des 200 écoles, c'est un projet avec son propre résultat attendu, avec sa propre cible à son indicateur, avec ses propres ressources. Et ces 200 écoles, 200 projets, c'est notre programme de lutte contre l'intimidation et la discrimination. J'espère que je vous ai aidé avec la distinction. Et un projet, ben, c'est une série d'actions pour réaliser un seul objectif. Je continue. La théorie du changement. Je vous en ai parlé un peu. C'est une nouvelle façon de présenter la planification, la programmation, la réflexion autour de ce qu'il faut faire. La théorie du changement utilisée en gestion active sur les résultats est définie par le secrétariat du Trésor du Canada. Le secrétariat du Trésor du Canada, c'est une institution fédérale canadienne. Le site est ouvert à tout le monde. Il y a même une formation sur le genre qui est disponible et qui est gratuite et qui vous donne un certificat d'ailleurs, qui est un certificat reconnu mondialement. Le secrétariat du Trésor du Canada, faites la recherche Google, vous allez trouver beaucoup d'informations là. À une série d'idées décrivant comment et pourquoi un programme donnera les résultats attendus. C'est la chaîne de résultats. Mais plutôt que de présenter la chaîne de résultats à la verticale comme ça, on la présente à l'horizon. La portion risque prend la forme d'hypothèses. C'est des hypothèses. Alors, elle reprend une chaîne de résultats et des hypothèses de réussite. Et puis, elle peut avoir cette forme, c'est-à-dire que un ensemble d'activités va mener à la production d'extrants, des résultats immédiats, perceptibles. L'ensemble de ces extrants vont nous amener à des effets directs. L'ensemble de ces effets directs vont nous amener à des effets intermédiaires et à la fin, nous avons les effets ultimes, les impacts. Je vous rappelle, vous avez peut-être déjà reçu le matériel, ça, vous allez le recevoir aujourd'hui. Alors, mais tout ce matériel, vous allez en disposer. N'ayez aucune crainte. Et puis, pour chacune de ces cases, il y a des hypothèses qui sont énoncées. Alors, encore une fois, c'est la réflexion autour du projet et s'assurer que les décisions que nous prenons en termes d'actions à mener dans notre projet soient basées sur une réflexion forte, que les choix que nous faisons en termes d'activités à mener, d'actions à mener, soient basés sur des éléments qui soient le plus près possible de la preuve, de faits probants. On veut être rationnel dans notre démarche. Donc, un exemple ici, ça vaut pas la peine d'aller dans le détail. D'ailleurs, c'est un peu trop petit. Vous allez le voir, le lire.
Ici, je vais parler du mot résultat et je vous ai déjà le premier jour parlé de TCO, temps client objet. Un résultat, pour être bien compris, vous pouvez le libeller de la façon suivante. À la fin d'une période, virgule, quelqu'un, un groupe de personnes a obtenu quelque chose. Et si vous réfléchissez en ces termes, vous augmentez la qualité de rédaction de vos résultats. À la fin de, on met un temps, ça c'est le T, T pour temps. Un groupe de personnes ou une personne, c'est, on définit qui, normalement ce sont les bénéficiaires, et l'objet, c'est la chose obtenue. Je reprends mon effet et l'exemple de nos amis. À la fin de 3 ans de sensibilisation, les jeunes filles sont moins exposées à des actes discriminants et intimidants. Résultat dont ils se rendent responsables à 100%. Et le fait de le définir comme ça vous aide par la suite à décliner en action. Qu'est-ce qui fait que nous allons arriver à réduire le nombre d'actes discriminants et incriminants? Et là, je reviens à la réflexion d'Hermione hier. Elle disait, j'ai l'impression que de faire des serviettes sanitaires écologiques, réutilisables, ça ne fait pas partie du résultat. C'est comme si ça faisait partie d'un autre projet. C'est comme si c'était un autre triangle. Et si je ne suis pas à l'aise avec le problème tel que défini, la discrimination et l'intimidation, je pourrais recentrer sur l'autre problème, c'est la disposition inadéquate des serviettes sanitaires. Et s'il y a ce problème, bien là, je change complètement la nature du projet, tout en gardant une partie de leurs actions dans le projet. Et là, vous voyez, je suis en train. Et là, si vous rencontrez un bailleur qui dit, moi, je suis pas convaincu, comme notre ami ici, je suis pas convaincu du problème d'intimidation, mais je trouve ça intéressant, moi, le recyclage, le réusage. Ben, ce que vous devez faire, c'est vous garder en tête que le client a raison. Et vous ajustez votre projet en fonction du client. Et vous aurez au moins la moitié des activités financées. Et vous recentrez votre triangle sur le réusage. Je suis en train de vous proposer du pragmatisme dans la recherche de financement. Donc, j'ai déjà abordé la question du résultat et nous cherchons à concentrer notre gestion sur des résultats. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on a obtenu, quelle est la valeur ajoutée. Vous êtes tous assis ici, vous dépensez des heures à être devant moi et à travailler entre vous. Il faut que ça soit rentable. Vous pourriez être ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs d'être là. Mais vous comprenez que si ce n'est pas rentable, vaut mieux être ailleurs. Être ailleurs. C'est la même chose pour vous. Tout ce que vous posez comme geste dans le cadre de vos actions, comme ONG, ça doit être un résultat que vous offrez à la société. Il doit y avoir une valeur ajoutée, une plus-value. Identifier la plus-value. Vous l'avez déjà, cette plus-value. Il faut l'identifier, la décrire. Processus et intrants mènent au résultat. C'est des processus et des intrants, des ressources qui nous amènent à obtenir des résultats. Nous sommes redevables non pas sur les processus, mais sur les résultats. J'avais mon chauffeur en Haïti, j'ai travaillé 2 ans à Port-au-Prince. Mon chauffeur en Haïti, premier jour de travail au pluriel, dans les premiers jours de travail, il est arrivé quelques fois en retard. La deuxième fois, je lui ai dit, que s'est-il passé? Et il m'a dit, c'est pas faute moins. Ça, c'est en créole. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas faute moins. Ce n'est pas de ma faute. Il y avait du trafic. Je dis là, tu es en train de m'expliquer le processus. Tu devais sortir de la maison, arriver jusqu'au carrefour, tourner à droite. Il pouvait y avoir un accident. Tu pouvais avoir un incident. Mais moi, comme client, ce que je veux, c'est que je sorte de la maison et à 9 heures, tu es à la porte. Ça, c'est ton résultat. 9 heures, tu es à la porte. Tu te débrouilles,
Je ne veux pas connaître le processus. À 9 heures, j'ouvre la porte, tu es là. Simplement. Et ta qualité, ta performance n'est pas mesurée sur la base de toutes les activités que tu as menées, mais qui n'ont pas obtenu de résultat. Pensez au football. Quelle est l'équipe qui gagne? C'est pas celle qui joue nécessairement le plus beau jeu. C'est celle qui met le plus grand nombre de buts. Alors, on pourrait dire d'une équipe, on disait ça un temps de l'équipe péruvienne. Vous savez, j'habite au Pérou. On disait ça un temps de l'équipe péruvienne. Nos joueurs jouent très bien. Il n'y a qu'un problème, ils ne mettent pas de but. Donc, ils perdent. C'est pas un résultat. La redevabilité envers les résultats. Vous êtes redevable, imputable, responsable envers le résultat. Et le résultat dont vous êtes responsable, c'est l'effet à 100%. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver d'accident, mais quand il va arriver d'accident, c'est quoi les causes? Bien, c'est un choc externe. Il y a eu un tremblement de terre. C'est normal que mon chauffeur arrive en retard. Mais s'il arrive en retard juste parce qu'il a présumé que le trafic serait dans les meilleures conditions comme un dimanche après-midi et qu'il est sorti un lundi, eh bien, la raison du retard, c'est un problème de planification. Et là, je dis ça sans serrer les dents. Je suis pas en colère contre mon chauffeur, je l'aide. Je lui viens en aide pour améliorer sa propre gestion. Sa gestion de son travail avec moi et de me livrer de meilleurs services, me donner de meilleurs résultats qui me permettent à moi de donner plus de résultats à d'autres. Mais en même temps, ça a eu un effet sur sa vie personnelle, parce qu'il a commencé à réfléchir comme ça aussi dans la vie personnelle. Surveillance de l'avancement vers les résultats, donc on va avoir un système de suivi. On a des indicateurs pour se dire, est-ce que nos indicateurs vont dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et évaluation et compte rendu sur la base des résultats, encore une fois. Alors, nos amis devront faire un rapport dans 3 ans qui va dire, nous avons diminué les actes discriminants et intimidants et nous pouvons observer, sans qu'on soit responsable, on peut observer une plus grande rétention des jeunes filles à l'école. Ils ne sont pas responsables de la deuxième partie, mais elle est intéressante à mentionner. Et là, je suis en train de faire l'évaluation. J'ai donc été efficace parce que j'ai livré le résultat que l'on attendait de moi. J'ai probablement été efficient. J'ai utilisé les ressources qu'on avait mis à ma disposition pour livrer ces résultats. Je n'ai pas utilisé plus de ressources. Et puis, finalement, j'ai été pertinent parce que j'ai contribué à l'impact, réduire la désertion des filles de l'école. Quand je parle à des fonctionnaires, mais là, vous n'êtes pas des fonctionnaires, je les amène à parler des termes de référence parce que les fonctionnaires doivent écrire des termes de référence pour faire des appels à projets. La réponse à un appel à projet, c'est un projet. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre vocabulaire, mais nous avons des fiches de projet et des documents de projet dans une organisation. Et on répond à des projets en envoyant d'abord une fiche, on tente avec la fiche, et s'ils nous demandent plus, on utilise le 40 pages, le document de projet. J'ai dit 40 pages, ça peut être 25 pages. Il y a d'autres documents importants. Il y a, je vous ai dit, le profil, on l'a déjà dit, le document de projet avec un plan de décaissement, des rapports. Alors, on va avoir la convention, bien sûr, d'accord entre les parties pour le projet, un plan de passation de marché quand on est dans des grands projets. Il faudra s'entendre sur comment on va faire les appels d'offres, comment nous allons attribuer les contrats. Et puis, l'évaluation des risques sociaux, environnementaux qui font partie des projets. Vous avez des évaluations ex ante au début du processus. J'évalue votre projet, savoir est-ce qu'il tient la route, est-ce qu'il y a une logique interne, est-ce qu'il y a une logique externe, est-ce que ça correspond à ce qui est possible, est-ce que ce que vous demandez comme budget correspond à ce qui est habituellement accordé, combien vaut chaque formé dans une session de formation. Il existe des ratios. Il y a un coût quand on tient une formation comme ça. Et puis, il y a un coût habituel que les bailleurs ont l'habitude de payer.
Mais si vous demandez 3 fois le coût habituel, on va vous refuser le projet. Comment savoir quel est ce coût? Là, c'est les relations interpersonnelles qui vous permettent de savoir combien ils ont obtenu vos collègues, vos pairs, les autres ONG pour faire de la sensibilisation. Ou vous-même, combien vous avez obtenu lors d'un projet similaire. À mi-parcours, quand on arrive à mi-chemin d'une séance, je vous ai dit la première journée, vous étiez en train de travailler et au bout de 10 minutes, je vous ai dit, nous sommes arrivés à mi-parcours. Et à mi-parcours, normalement, cette expression veut dire que vous regardez, est-ce que au rythme auquel vous travaillez, vous allez terminer à l'échéance. On vérifie à la mi-parcours si, considérant tout ce que l'on peut observer de ce que vous avez fait jusqu'à présent, est-ce que l'on peut croire raisonnablement que vous allez terminer dans les temps? Si la réponse est non, il faut ajuster. Et puis, ex post à la fin. Je poursuis. Dernière diapositive. Risque à considérer. C'est la 4e colonne du cadre logique. Les risques, les conditions de réalisation. Rien de plus dangereux que quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de risque. Donc, vous devez, pour chacun des gestes que vous posez, pour chacune des actions que vous avez prévues, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de la réaliser correctement? Et parce que vous la nommez, vous allez la prévenir. Parce que vous êtes en train de l'identifier, vous allez la considérer dans votre planification. Je vois madame, je me permets encore une fois de vous utiliser comme témoin. Madame doit se procurer des équipements. Ces équipements sont lourds, sont coûteux, et elle doit mobiliser des moyens financiers pour se les procurer. Elle mobilise des moyens financiers, elle paie les équipements et elle espère commencer à générer des revenus pour rembourser les dettes encourues. Elle doit payer l'emprunt. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qui pourrait lui nuire? Eh bien, l'équipement arrive en retard. Premier risque. Deuxième risque, le mécanicien qui doit installer l'équipement ne sait pas bien travailler. Il fait un bris dans l'équipement. Deuxième risque. Les opérateurs de l'équipement prennent du temps à comprendre comment l'équipement fonctionne. Troisième risque. Donc, je suis en train de donner des exemples de risques qui pourraient faire en sorte que le résultat auquel il s'attend ne soit pas réalisé dans les délais prévus. Et là, en les nommant ces 3 risques, je vais donc être très, très vigilant sur la livraison. Je vais ensuite être très vigilant sur l'installation. Je vais bien choisir mon installateur. Je ne prendrai pas mon cousin qui dit, oh, je vais lire le manuel et je saurai comment l'installer. Si je choisis le cousin, j'augmente le niveau de risque. C'est pas grave, je peux décider de le faire, mais il faut que je sois conscient que j'augmente le niveau de risque. Et le troisième élément, c'est de s'assurer que mes opérateurs savent utiliser la machine. Vos bailleurs veulent que vous leur offriez des résultats, des solutions, pas des problèmes. Vous décrivez le problème et une solution pratique pour résoudre ce problème, un résultat qu'eux peuvent financer à bon prix, pas cher, qui va leur permettre par la suite de dire à eux-mêmes, à leurs bailleurs, à leurs supérieurs, nous avons réalisé de belles choses. Je m'arrête là. C'est ça, gérer le risque et gérer des résultats, travailler avec la théorie du changement, avec le cadre logique, identifier correctement nos besoins, nos solutions, notre réponse.